Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le jeudi 19 décembre, il est l'heure de l'info. Art, culture et proximité au service de tous, découvrez Simone, un tiers-lieu à Chaumont. Connaissez-vous le métier dit archiviste? Nous vous proposons le portrait de Clément Jovion des archives départementales de la Meuse. Des associations se mobilisent pour offrir un Noël aux enfants défavorisés avec des collectes de jouets, vous le verrez. En fin de journal et pour la dernière fois cette année, nous retrouverons Manon Collinet pour la chronique culture sous le signe de Noël. Mais tout d'abord, à Fresnes-Aumont dans la Meuse, une triste découverte a marqué la fin des recherches pour Yvonne Walroff. Cette disparition avait suscité, je vous le rappelle, une vive émotion dans la région. De nombreux habitants s'étaient alors mobilisés pour tenter de la retrouver. Portée disparue depuis le 19 novembre dernier, elle a été retrouvée dimanche 15 décembre dans un champ. Suite à son autopsie, les experts ont conclu à une mort naturelle causée par un problème cardiaque. Les enquêteurs privilégient pour l'instant la piste accidentelle. À Chaumont, Simone est un tiers-lieu unique qui rassemble l'art, la culture et la solidarité. Situé en plein cœur du site du Chameau à Châteauvillain, l'association ouvre ses portes à tout le monde. Épicerie solidaire, café, vide-dressing ou encore restaurant, Simone propose un large choix d'activités. Célia Richard est allée sur place. Simone n'est pas une personne, mais bien un tiers-lieu. Cet endroit où se mélangent art, culture et service à la personne. Un tiers-lieu est un terme qui vient de l'anglais et qui fait référence aux endroits sociaux que les gens peuvent fréquenter entre la sortie du travail et le retour à la maison. Installée sur le site du Chameau de Châteauvillain, Simone est locataire de 2 bâtiments d'une ancienne usine de bottes. Là, on va rentrer dans un espace que nous on a appelé Simone Bleu et qui maintenant est le café et la cantine de Simone qui est ouverte tous les midis du lundi au vendredi. Le premier espace est partagé entre une épicerie solidaire, un coin lecture, un bar et bien évidemment la cantine de Simone. Le deuxième espace est presque entièrement dédié aux activités artistiques et culturelles, un vide-dressing, une salle de réunion, des après-midi tricot et une grande salle de répétition. Chaque semaine, près de 200 personnes se rencontrent entre ces murs. L'initiale de Simone, c'était faire venir des artistes en résidence. Donc ça existe toujours. Et en plus, pour permettre aux gens de s'approprier le lieu, puisque c'est quand même un lieu qui leur appartient, on a mis en place des services tels que la cantine. Il y a une cantine tous les jours, du lundi au vendredi midi. Il y a un bar associatif. Il y a des dames qui viennent tricoter tous les jeudis après-midi ici, des dames de Châteauvillain. Il y a une aide au numérique qui se fait gratuitement ici. Enfin, on essaie de multiplier toutes ces activités qui font que les habitants du coin peuvent s'y retrouver d'une manière ou d'une autre. Mais pour entretenir et faire grandir des lieux comme celui-là, les associations ont parfois besoin d'un peu d'aide. Tous les 3 ans, Anne-Laure et Annick candidatent pour obtenir des subventions. Cette année encore, elles sont lauréates du label de l'État Fabrique de territoire, une somme qui s'élève à 100 000 €. C'est déjà ce qu'on avait eu il y a en 2020, 2021, 2022. Et nous, vraiment, si on a déposé ce dossier, c'était vraiment pour accompagner un changement d'échelle. Et pour nous, c'était un risque aussi qu'on a pris en se disant, voilà, on tente, on embauche des gens. Cet argent-là, il vient soutenir ce pas en avant qu'on a fait et toujours la même idée de comprendre comment on arrive à consolider ce modèle économique. L'association a à cœur d'utiliser ces aides pour créer du lien social. Créer du lien là où il n'y a plus de café, là où il n'y a plus d'endroits vraiment dans le village pour se retrouver, recréer un peu de lien pour que les gens puissent se retrouver entre eux. Avec Simone, la culture et la solidarité se mélangent pour créer un espace au service de tous. Zoom sur un nouveau métier, celui dit archiviste. La production de documents numériques occupe aujourd'hui une place de plus en plus importante dans l'administratif. Le défi de Clément Jovion est de réussir à archiver ces documents. Regardez. Ce métier n'existait pas il y a encore quelques années. Clément Jovion est e-archiviste. Il s'occupe d'archiver les documents numériques créés et utilisés dans le département meusien.
On est spécialisé sur le traitement des archives numériques, des archives qui sont nativement numériques, donc c'est-à-dire toutes les données, les fichiers que privé comme public peut être amené à produire dans le cadre de ses activités, c'est-à-dire que ce soit de la prise de notes lors d'une réunion, le compte-rendu qui en résultera, ou encore une facture par exemple, sont des archives qui sont de plus en plus, vous le savez, produites directement via des moyens électroniques, ordinateurs. Jusqu'à présent, les archives départementales enregistraient uniquement d'anciens documents papier. Ils étaient ensuite stockés dans ces boîtes, puis triés soigneusement dans de grandes pièces aérées et maintenus à une certaine température. En l'état actuel des choses, on sait mieux conserver du papier parce qu'on n'est pas loin de 700 ans de retour sur l'utilisation du papier et avant du parchemin, donc on sait le conserver. Sur du numérique, on n'a bien sûr pas autant de recul et les technologies à mettre en place sont un peu plus complexes. La grande question, c'est comment conserver ces documents-là, ces fichiers, ces données, ces bases de données sur le temps long. Puisque si je vous donne du papier, ça on sait très bien le faire dans des magasins d'archives, on peut le conserver plusieurs siècles assez facilement. Si je vous donne un fichier électronique qui a été produit dans les années 80, vous aurez peut-être déjà du mal à l'ouvrir et à le consulter. L'objectif pour Clément est de conserver des documents nativement électroniques, par exemple un document réalisé sur ordinateur, imprimé puis signé de façon manuscrite, ne sera pas archivé par Clément, mais enregistré de manière classique dans une boîte. Pour conserver des fichiers électroniques, il existe plusieurs règles à respecter. On va leur faire des recommandations sur les types de formats de fichiers à utiliser, sur le nommage de ces fichiers, sur la structuration des fichiers, et des différents dossiers, sous-dossiers, qu'on préconise en tout cas, sont les formats les plus courants. Donc ça va être des formats Word ou LibreOffice ou autres formats bureautiques assez classiques. Le PDF est un très bon exemple puisqu'il est relativement... Alors après il y a différents formats de PDF, mais il est très largement utilisé, il est ouvrable très facilement. L'archivage électronique se conforme à de nombreuses contraintes juridiques. Certains organismes doivent par exemple conserver des documents pendant plusieurs années, le temps que tous les recours soient arrivés à échéance. Cela s'appelle la durée d'utilité administrative. On va avoir l'item, donc les politiques culturelles, il faut les conserver 5 ans à compter de la fin de la validité, et en sort final, ça doit être versé aux archives départementales. Une fois cette durée arrivée à son terme, le document sera soit éliminé, soit conservé si les archives le jugent d'utilité historique. C'est le cas par exemple de l'état civil ou d'un acte notarié. En Haute-Marne, chaque année, plusieurs associations récoltent des jouets auprès des particuliers. Ces dons sont ensuite donnés aux familles les plus démunies. Les donateurs se font de plus en plus nombreux et c'est aussi un moyen pour les bénéficiaires de célébrer Noël comme il se doit. Les détails avec Léo Martin, Janice Gallard et Gaëlle Beniez. Les fêtes de fin d'année riment avec solidarité. En Haute-Marne, plusieurs associations récoltent les jouets pour les offrir aux personnes nécessiteuses. Le club de football de l'Espérance de Saint-Dizier vient récolter des jouets chez Aline. Cette maman de 2 enfants profite de la fin d'année pour donner les jouets inutilisés. Aujourd'hui, elle en a offert presque 100 kilos. Mon fils a beaucoup de jouets d'un peu tout le monde. Et puis quand il joue plus avec, au lieu de jeter, je préfère donner, c'est préférable. C'est réutilisé, puis ça fait des heureux. Puis si ça peut aider d'autres personnes ou faire des petits contents, moi ça me va. C'est tout ce qui importe. Et puis au moins ça part pas à la poubelle, c'est pas gâché. La voiture est chargée, une fois remplie, les cadeaux sont ramenés à Saint-Dizier. Au gymnase Pergaud, au sein du club de football de l'Espérance, des dizaines de parents et des entreprises ont également déposé leurs jouets avant Noël. Cette collecte qui a attiré beaucoup de monde est une initiative saluée par la mairie, mais aussi le district du Grand Est. Tout sera redistribué aux associations qui se sont manifestées, ainsi qu'à l'hôpital de Saint-Dizier. Pour ce club de football familial, cette action est essentielle. C'est vrai qu'apporter un peu de gaieté dans ce monde difficile aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, les inflations, tout ce qu'il peut avoir, ça nous fait vraiment plaisir. On a porté ce projet vraiment avec cœur, donc d'autres clubs avoisinants et pareil font d'autres projets qui sont assez intéressants, qui font des dons. Donc ce projet-là, je pense que pour nous ou pour tout le monde, ça peut être que intéressant. Donc voilà. Moi aussi, je passais par là, j'avais des jouets. Tous les jouets qu'on s'en sert ou qu'on ne servait pas, j'ai donné, j'en ai même acheté pour des neufs occasions. Voilà. J'ai partagé à des amis, à ma famille.
Tout le monde a donné ce qu'il pouvait et puis maintenant on est heureux d'avoir récolté tout ça et de le partager. Au total, plus de 150 jouets ont été récoltés. L'année prochaine, le club de foot continuera cette initiative. D'autres entreprises et associations profitent également des fêtes pour récolter les dons. De la mi-novembre au 18 décembre, les donateurs pouvaient venir déposer leurs jouets en dessous du sapin de l'espace créateur d'entreprise de Saint-Dizier. Un appel à la solidarité renouvelé chaque année. À l'approche des fêtes de fin d'année, on a décidé d'offrir un petit peu de magie, un petit peu de réconfort aux enfants qui en ont besoin. On a eu énormément de jouets. Pour le coup, les habitants de Saint-Dizier, des alentours, ont vraiment joué le jeu et ils ont vraiment participé à cette belle initiative. Donc on en a vraiment pas mal. Je pense que ça va ravir plusieurs enfants. Une fois les dons chargés dans la voiture, c'est l'heure de la distribution. À commencer par les Restos du Cœur. On est très content de recevoir des jouets, ça va faire plaisir à nos enfants parce que il y a des familles qui en ont besoin, qui sont dans le besoin. Prochaine et dernière étape de cette distribution, l'hôpital de Saint-Dizier. Et là, on s'apprête à aller déposer des jouets à l'hôpital. L'hôpital, ils prennent au service pédiatrie. Et en fait, l'hôpital, ils prennent des jouets qui sont facilement désinfectables et des peluches neuves. Un mouvement de solidarité pour ces enfants qui ravit le personnel soignant. Alors une partie va être distribuée à Noël, une partie va rester dans le service, une partie va redescendre aussi sur les consultations pour permettre aux enfants de patienter aussi pendant le temps d'attente, qui n'est pas toujours acceptable pour les enfants, c'est toujours très long pour eux d'attendre comme ça. Et puis il y a aussi des cadeaux qui sont redonnés au cours de l'année pour différents événements, quand un enfant est hospitalisé pendant son anniversaire. Environ 250 jouets ont été distribués entre l'hôpital et les Restos du Cœur. Noémie compte poursuivre l'initiative l'année prochaine. On reste dans l'esprit de Noël avec Manon Collinet pour savoir que faire ce week-end. Bonsoir Manon. Bonsoir Paul. On te retrouve aujourd'hui pour la dernière chronique de l'année avant Noël et le Nouvel An. Quels sont les événements que tu as dénichés pour ce week-end ? Eh bien, juste avant les fêtes, je te propose de te mettre en jambe avec un peu de sport et avec la course de Bologne. Il s'organise la 19e édition de la corrida de Noël ce dimanche 22 décembre. 3 courses sont proposées dans les rues du village selon votre âge. 6,8 km à partir de 16 ans, 2300 mètres pour les enfants de 12 à 15 ans et 600 mètres pour les plus jeunes. Sortez votre plus beau déguisement du Père Noël ou des lutins puisque les 3 meilleurs recevront une récompense. Rendez-vous sur le site qui s'affiche en bas de votre écran pour vous inscrire. Comptez 7 € en ligne et 10 € sur place. Un reportage sera d'ailleurs à retrouver sur notre antenne prochainement. Manon, tu nous proposes encore un peu de sport avant de clôturer cette année 2024. Oui, tout à fait, Paul. La chronique culture va prendre un peu de repos lors des semaines à venir, mais les événements, eux, vont continuer. Je vous propose donc d'aller encourager les chauds montés au volley face à Cannes le dimanche 29 décembre. Les CVBistes ont d'ailleurs perdu 3-1 hier soir en Pologne et sont donc presque éliminés de la Ligue des Champions. Mais ce match comptera pour la 15e journée de championnat. Un reportage sera d'ailleurs à retrouver dans notre journal après la rencontre. Direction la médiathèque de Saint-Dizier à présent. Oui, tout à fait. C'est le seul événement qui n'est pas en lien avec les fêtes de fin d'année puisqu'il s'agit d'un atelier paléographie. C'est une initiation proposée par les archives municipales qui vous aide à déchiffrer les écritures et abréviations des textes anciens, de la fin du Moyen-Âge au début du XVIIIe siècle. Le prochain atelier a lieu ce vendredi 20 décembre de 13h30 à 15h30. L'occasion de faire un voyage dans le temps pour les passionnés d'histoire. On reste en Haute-Marne, mais cette fois-ci direction Montier-en-Der pour un concert de l'harmonie municipale. Oui, on revient pour une tradition avec l'harmonie municipale de Montier-en-Der pour son concert de Noël ce dimanche 22 décembre. Avec en première partie l'école de musique du Pays du Der. De quoi faire une pause dans vos achats Noël et aussi une pause musicale. A noter que ce concert est en entrée libre au pôle socioculturel de la ville, début du concert à 15h. Tu nous proposes de rester dans l'ambiance des fêtes avec l'exposition de l'église Notre-Dame à Bar-le-Duc. Oui, je vous propose même de rester dans une ambiance musicale. Chaque année, l'église de Bar-le-Duc accueille des expositions gratuites pour les fêtes de Noël. Et cette année, un thème a été décidé, la musique. Sous l'orgue, entre les arches et la nef, l'église s'est revêtue de symboles et de notes de musique. Regardez. Depuis 14 ans maintenant, les murs de l'église Notre-Dame sont ornés de couleurs, de formes ou de dessins chaque mois de décembre. En 2024, des notes de musique, des pianos ou encore des harpes ont été accrochées dans le monument. C'est l'une des dernières expositions de l'année,
Depuis l'inauguration, pas moins de 2000 personnes ont déjà pu admirer les œuvres d'art, mais aussi écouter les différents groupes de musique. On a accueilli des accordéonistes, on a accueilli des chorales et on a même eu un conte sur la famille musique. Et là, on draine énormément de monde et je trouve que dans cet espace et cet univers, tout prend sens, quoi. Dans cette église, la musique a toujours été présente et dans ce bâtiment religieux, elle a une dimension spirituelle. Il n'y a pas donc uniquement l'orgue qui est évoqué, il y a même les cloches du clocher, que l'on ne voit pas mais que l'on entend. Et puis vous verrez représenter les violons, les violoncelles, les pianos, les harpes et autres instruments, tambourins, batteries et même les voix humaines. Il aura fallu 1 an pour créer cette exposition et quelques semaines de préparation pour que tout soit parfait. Et celui qui l'a imaginé, c'est Gérard. Depuis plusieurs années, il crée ses expositions en fonction des demandes du prêtre. Mais en 2024, le thème est différent. On va travailler sur le thème actuellement de la musique. Alors on récupère des cartons un peu partout, qu'on découpe à la sauteuse, qu'on peint et ainsi de suite. Et ces panneaux sont faits au fusain, qu'on dessine avec des textes que Jean-Pierre nous a préparés. L'exposition à l'église Notre-Dame de Bar-le-Duc est visible jusqu'au 5 janvier. Des concerts et des chorales ont lieu tous les samedis et les dimanches. C'était un reportage de Léo Martin et Gaëlle Beniez. Merci Manon pour toutes ces idées de sortie. Encore un week-end où on ne s'ennuiera pas sur notre territoire. Merci à toi Paul et à très bientôt. Tu le disais justement en début de chronique, la chronique culture fait une pause durant les vacances de Noël. Nous te retrouverons à la rentrée au mois de janvier 2025. À bientôt. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continue sur puissancetélévision.fr. Excellente soirée et à demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.